Ensuite, la parole à Pierre-Yves Le Borgne. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, notre commission est saisie ce matin du projet de loi autorisant la ratification de l'accord signé les 27 mars et les 20 avril 2015 entre la France et le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto. C'est un accord principalement technique dont nous allons débattre qui précise les modalités concrètes d'organisation et de déroulement de la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies. Elle se déroulera entre le 30 novembre et le 11 décembre prochain. Cet accord reprend pour l'essentiel la structure et le contenu d'un accord type proposé par le secrétariat de la conférence aux pays hôtes successifs. Nous sommes le 21e de ces pays. Avant de vous présenter le contenu de l'accord, je voudrais revenir brièvement sur les enjeux, ça n'est pas inutile de les rappeler, de cette 21e session. Depuis l'adoption en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les négociations, vous le savez, certainement ont connu des hauts, mais aussi des bas. L'adoption à l'unanimité en 1997 du protocole de Kyoto, premier accord international incluant des objectifs légalement contraignants de limitation des émissions de gaz à effet de serre, a été à l'évidence une étape essentielle, si ce n'est à ce jour l'étape essentielle. Les conférences annuelles successives visant à prolonger les ambitions de Kyoto n'ont pas en revanche toujours été des succès. Chacun se souviendra en particulier de l'échec de Copenhague en 2009. Suite à cet échec, les conférences de Durban en 2011, de Doha en 2012 et de Varsovie en 2013 ont visé à préparer l'adoption cette année, en 2015, d'un accord universel et contraignant sur le climat qui devrait entrer en vigueur en 2020. La conférence de Varsovie en 2013 a notamment permis de définir un échéancier visant à ce que l'adoption d'un accord en décembre 2015 soit préparée très en amont, avec un projet de texte initial soumis dès décembre 2014, immédiatement après le rendez-vous de Lima, un projet de texte officiel élaboré avant mai 2015, l'engagement des gouvernements à présenter leurs contributions nationales à l'avance. Nous connaissons bien sûr celle de l'Union européenne avec le paquet énergie-climat, mais aussi les contributions américaines et chinoises dont nous avons parlé en cours de cette année. La conférence de Paris, d'une certaine manière, est donc celle qui doit réparer l'échec de Copenhague, et il s'agit pour nous tous, communauté internationale, d'aboutir à l'adoption d'un accord qui soit juridiquement contraignant et applicable à tous les États, dont l'objectif sera de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés pour la fin de ce siècle. Par ailleurs, cet accord devra bien entendu prendre le relais du protocole de Kyoto à compter de l'année 2020 et de fait poser les jalons d'une transition vers des économies bas carbone et une transition énergétique également à travers l'ensemble de ces engagements. Voilà les enjeux majeurs de la conférence qui se tiendra au Bourget. J'en viens maintenant à l'objet de l'accord dont je vous inviterai à approuver la ratification. Cet accord concerne l'organisation matérielle du rendez-vous du Bourget. C'est une lourde tâche, puisqu'à regarder dans les détails l'organisation et les préparations, il s'agit à l'évidence de l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en France, et très vraisemblablement également aussi de l'événement diplomatique sur les questions climatiques le plus important à ce jour. Pour donner un exemple, il y aura 40 000 participants à Paris, dont 20 000 personnes accréditées par les Nations Unies, parmi lesquelles 3 000 journalistes internationaux. Il y aura également 20 000 participants supplémentaires, représentant en particulier les organisations non gouvernementales, la société civile et le monde de l'industrie. Le coût total de la COP 21 est de 187 millions d'euros environ. L'article 11 de l'accord prévoit le versement d'environ 6 millions d'euros au secrétariat de la conférence afin de compenser le surcoût qui est dû au fait que la conférence se tient à Paris et non à Bonn, qui est le siège du secrétariat. Mais il faut savoir que l'organisation elle-même de la conférence, comme c'est la règle, est à la charge du pays hôte. Le coût de la préparation et du suivi de la COP 21 s'élève à 20,5 millions d'euros, tandis que 151 millions d'euros doivent financer l'ensemble des dépenses nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
qu'il s'agisse de la location du parc des expositions du Bourget, des aménagements du village de la conférence, du fonctionnement des espaces, des frais de transport, de voyage et d'hébergement, qui sont détaillés dans le rapport. Et je vais vous en donner quelques détails. L'organisation, comme je le disais, de la conférence est à la charge de l'État qui organise, et pour ce faire, l'État doit respecter un cahier des charges spécifique qui est fixé par les Nations Unies. À cet effet, les moyens de la mission Action extérieure de l'État ont été accrus l'an passé, et un programme spécifique, le programme 341, Conférence Paris Climat 2015, avait été introduit dans le projet de loi de finances pour 2015. Les crédits budgétaires ouverts en loi de finances initiale 2015 s'élèvent à 179,1 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 43,5 millions d'euros de crédits de paiement, dans la mesure où la conférence se tenant en fin de cette année, sans dépenses, interviendront sur le budget 2016. Je disais, le budget total est de 187 millions d'euros. Quelques éléments de ventilation. 4 millions d'euros sont destinés à financer les dépenses liées à la réunion qui précéderont et suivront la conférence, puisque la présidence française court jusqu'à la fin de l'année 2016. 16,5 millions d'euros de crédits concernent les dépenses du secrétariat général, de l'équipe de négociation et de communication, et près de 85% des crédits engagés, soit donc 151 millions d'euros, sont destinés à financer l'ensemble de l'organisation. Par exemple, la location du parc des expositions du Bourget coûte 13,2 millions d'euros. L'aménagement du village de la conférence où auront lieu énormément de rencontres coûte un peu plus de 51 millions d'euros. Le fonctionnement des espaces, un peu moins de 80 millions d'euros. Et les frais relatifs au transport et aux déplacements locaux, 7,2 millions d'euros. À cela, il faut ajouter les actions liées au développement durable de la conférence, et j'y reviendrai un peu plus tard, notamment la certification ISO et la compensation de l'empreinte carbone. Enfin, l'accueil des délégations étrangères, les frais de voyage et d'hébergement des délégations aidées et la participation de la France aux dépenses du secrétariat sont évalués à 7,5 millions d'euros. En outre, le ministère des Affaires étrangères nous a indiqué qu'il entend couvrir à hauteur de 20% l'organisation de la conférence par des contributions de mécènes privés. Le mécénat d'entreprise se traduire par des contributions financières qui sont versées sur un fonds de concours attaché au programme 341, qui permettront donc d'augmenter les crédits disponibles sur le monde. On l'évalue au total environ à 3 millions d'euros. Mais dans le même esprit, des contributions en nature sont également possibles. Elles sont valorisées à 13 millions d'euros et elles peuvent prendre diverses formes, comme des billets d'avion gratuits ou la non-facture d'un certain nombre de prestations, ou éventuellement encore la gestion gracieuse du nettoyage du site. Je voulais vous donner ces quelques exemples, puisque l'an passé, dans le débat budgétaire, nous avions eu quelques échanges sur la pertinence ou non d'aller chercher 187 millions d'euros pour organiser une conférence du type de la COP 21. Les aspects sécuritaires d'un événement tel que cette conférence ne sont à l'évidence pas à négliger, parce qu'il y a, je me répète, 40 000 participants attendus, une multiplicité d'initiatives de la société civile qui vont se tenir dans les espaces Génération Climat, mais au-delà aussi, dans Paris et en France, au sens large. Et ça appelle de fait un dispositif adapté de protection dont l'accord prévoit certaines des modalités. Au total, cet accord compte 16 articles, 12 annexes, dont le résumé rapide est le suivant. Le premier article précise la date et le lieu de l'événement, je les ai donnés. L'article 3 et les annexes 1, 2 et 3 définissent les moyens logistiques que le gouvernement français doit mettre à disposition gratuitement du secrétariat. L'article 2, participation à la conférence, reste la liste des personnes auxquelles la conférence est ouverte. L'article 5 traite du dispositif médical qui est mis à la disposition des participants, et l'article 6 de leur hébergement. L'article 10 parle des privilèges et immunités, notamment en définissant le degré de ces privilèges et immunités en fonction de la qualité des participants, conformément à la Convention des Nations Unies de 1946, ce n'est pas une immense surprise, qui doit s'appliquer autant d'ailleurs aux réunions d'avant-session qu'à la conférence proprement dite. L'article 10 confère aux locaux de la conférence le statut de locaux de l'Organisation des Nations Unies, donc s'accompagne bien sûr du principe d'inviolabilité durant la phase de conférence comme également la phase préparatoire.
L'article 9 couvre la protection policière et de sécurité et définit en particulier les modalités de coordination entre ce qui relève du gouvernement français et ce qui relève du département de la sûreté et de la sécurité de l'ONU, en répartissant les responsabilités pour l'essentiel pour l'ONU, ce qui se passe dans les locaux de la conférence, et pour le gouvernement français, ce qui se passe autour. L'annexe 12 de l'accord précise les modalités matérielles de la coordination en matière de sécurité et aussi les moyens humains qui sont mis à disposition de la conférence. Enfin, le règlement des différends relatifs à l'application de l'accord est régi par l'article 13. Il met en place une procédure qui est bien connue, qui est celle de l'arbitrage, conformément aux règles de la Cour permanente d'arbitrage relatives à ce type de litige. Voilà, en gros, ce qu'est cet accord que nous avons aujourd'hui, je l'espère, à approuver. Je l'estime indispensable au succès de cette conférence, à la fois à son bon déroulement, mais surtout aux enjeux qui sont devant nous. Nous n'avons pas le luxe d'imaginer que la conférence du Bourget soit un échec. Nous avons un devoir, une obligation de résultat. Et par conséquent, il m'apparaît essentiel ce matin que nous approuvions le projet de loi de ratification de cet accord. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce rapport très précis sur évidemment un enjeu très important. Chantal Guittet.